Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dans lequel nous allons aborder deux sujets. Le premier est Delta IE et la saga, je dirais, Delta IE. Et en deuxième partie, nous évoquerons l'accord PAN-Euromed ou comment faire simple quand on peut faire compliqué. Pour ces deux sujets, je suis accompagné à ma droite d'Alain Grenier, qui est le directeur général France d'EasyLog, Bonjour Badr et bonjour à tous, bonjour Laurence. Bonjour. et de Laurence, qui est donc notre experte en ingénierie douanière et qui va nous accompagner sur le deuxième sujet. Bonjour Badr, bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, nous allons commencer par le traditionnel, ou la traditionnelle, présentation de Acte International. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un cabinet d'expertise conseil opérationnel, puisque effectivement, nous sommes commissionnaires de transport RDE, nous sommes cabinet d'expertise conseil et nous sommes aussi organisme de formation certifié Calliope. Dans les domaines, bien évidemment, de la supply chain, transport, douane et RSE, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Une fois qu'on a dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, et notamment Delta IE. Alors, on va démarrer dans un premier temps par le planning qui nous a été, ou du moins le dernier en date qui avait été communiqué par l'administration des douanes. Et la première question que je vais poser à Alain est, est-ce qu'on a pu maintenir ces délais? Alors, avant de répondre directement à cette question, parce que tout le monde connaît un peu la réponse quelque part, je vais me permettre, Badr, de vous rappeler, de rappeler à tout le monde le planning qui a été défini au départ, mais surtout de revenir un peu en arrière. Ça permettra de bien comprendre quand même ce qui s'est passé. On est le 7 décembre 2020, donc ça fait déjà 6 ans. On a un texte qui nous donne véritablement un texte européen qui nous donne le modèle de données d'une future déclaration en douane. La déclaration en douane Delta IE, on passe quand même de 80 données sur un DAU à 120 données, donc c'est pas rien. Ensuite, on se retrouve en février 2022, où là la douane nous envoie la première version du CSO. Le CSO, c'est quoi? C'est la spécificité, les spécifiques de ce qu'il faut faire pour être capable d'envoyer des déclarations dans le nouveau système. Il faut quand même savoir une chose aussi, c'est qu'on passe d'un point de vue technique, alors je vais essayer de ne pas être trop technique. Hein, mais on passe d'une communication Mareva-Pasteur. Mareva-Pasteur, c'est quoi? C'est comme si on envoyait un mail à la douane. Donc on est dans un protocole FMTP d'envoi de mail. Et on passe en Delta IE en mode API. Là, on se connecte sur des serveurs de la douane et on dépose directement des fichiers. Ça change aussi beaucoup de choses. Et on va voir aussi dans le futur qu'il y a pas mal de choses qui ont eu des problématiques vis-à-vis de ça. Mi-2024, on est sur un groupe de projets pilotes au niveau de la douane. Donc on doit mettre en place des sites pilotes. On est plutôt pas mal quelque part. Et en fait, il n'y a rien qui sort. Le Delta Import n'arrive pas. L'équipe de projet douane change. Bon, je vais un peu vite, hein, mais et on se retrouve rapidement avec un projet qui passe de mi-2024, où on était censé démarrer avec des sites pilotes en septembre. On se retrouve à une date de démarrage obligatoire au mois d'avril 2025. Donc là, on perd quasiment un an. Derrière, qu'est-ce qui va se passer forcément? Et c'est là où on peut revoir le planning qu'on retrouve à l'écran. L'import pousse l'export. Et forcément, à la fin, l'export il est traité trop rapidement. Et puis on va rentrer un peu dans les détails après, mais oui, le planning, il n'a pas été respecté au départ, surtout. C'est surtout le démarrage de l'import. Il faut savoir une chose, c'est que la France a été candidate pour faire de l'import, alors que tous les autres pays européens ont démarré par l'export. Il en fallait un, c'est nous, bon voilà, mais derrière, l'export j'ai presque plus souffert que l'import. Et justement, ça nous permet d'aborder les raisons finalement du retard de ce calendrier. Vous en avez distillé quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres à évoquer, à aborder sur le fait qu'on soit arrivé aujourd'hui à avoir ce décalage et notamment ce que vous évoquiez, l'import qui a eu un impact sur l'export avec un délai très court? Alors, l'import, on a fini par prendre le temps. De toute façon, ça ne fonctionnait pas. On était un peu libre parce que la date finale, c'est le 15 décembre 2025.
cette date, elle est immuable, et on ne peut pas la changer, c'est l'Union européenne qui la détermine. Tout le monde nous attend, puisque tout le monde a fini de démarrer son export depuis très longtemps. Donc là, on se retrouve à se dire, en 3 mois, il faut faire ce qu'on a mis 1 an et demi à l'import pour faire. En 3 mois, en sachant qu'il y a quand même aussi, on se dit, bah tiens, l'export c'est simple. Bah non, l'export, on change de CS à AES. Et AES, c'est pas du tout la même chose. Oui. Donc on va en parler effectivement dans tout à 2 l'heure. secondes. Mais, et du coup, bah, l'export se retrouve un peu, comment dire, aussi complexe que l'import à gérer. Et le faire en 3-4 mois avec les vacances juillet-août françaises qu'on connaît tous, oui, et là, on se retrouve avec des problématiques, mais surtout une tension, parce que on est tendu et on est dans du travail véritablement important pour finir l'import. On se dit, tiens, on va se faire une petite pause avant de démarrer l'export. Ben non. Et là, sur la durée, on a fait plusieurs marathons de suite, quelque part. Et ça a été compliqué entre les chargeurs que vous êtes, les RDE, les sociétés informatiques, la douane. À un moment donné, le ton est monté, ça a été compliqué. Quels sont justement les effets de bord, s'il y en a eu bien évidemment, liés à tout ce que vous venez d'évoquer, le retard qui a amené une montée un peu en tension justement des différents acteurs de l'écosystème? En fait, on pourrait dire, tiens, on va envoyer un fichier informatique à la douane et à un moment donné, ça va fonctionner. Sauf qu'un logiciel de douane, en l'occurrence, et on le sait très bien chez Act, et vous êtes quand même des spécialistes des régimes économiques, et bien l'effet de bord, c'est qu'on ne gère plus forcément non plus les régimes économiques de la même façon. Un numéro de MRN, ça paraît tout bête, mais c'est plus long que le numéro de déclaration, par exemple. Un numéro de MRN, il y en a un pour la simplifier et il y en a un pour la complémentaire. On se retrouve avec 2 numéros de déclaration, lequel on met sur la comptabilité matière. Il y a plein de petites choses comme ça qui viennent s'ajouter et on se retrouve à, aujourd'hui encore, à résoudre des problèmes qu'on n'a pas forcément eu le temps, puisque la priorité, c'était quoi? C'était de pouvoir envoyer une déclaration à la douane et d'obtenir ce fameux BAE. Mais à côté de ça, il faut inscrire dans la comptabilité matière, il faut gérer les stocks, il faut gérer des interfaces, par exemple. Tout ce qui était automatique, l'effet de bord premier, c'est que l'automatisme, ça ne fonctionne plus. Parce que vous passez de 85 ou 86 données d'une déclaration DAU à 120 données, et bien oui, il faut rajouter ça, il faut rajouter ça. Oui, mais moi je suis chargeur, je ne suis pas capable de rajouter tous ces éléments en temps et en heure, parce que le planning il est le même pour tout le monde. Tout à fait. Mais un développement dans un système, quel qu'il soit d'un chargeur, c'est beaucoup plus long que ce que nous on peut être capable d'aller vite pour gérer l'histoire. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nos clients sont venus nous voir en nous disant, est-ce qu'on peut mettre ça en paramétrage par défaut, etc., pour continuer les automatismes. L'autre effet de bord aussi qu'on peut en parler, c'est que dans certaines sociétés, des gens ont découvert la douane. Parce que c'était entièrement automatisé à l'export. Et d'un coup, il faut faire une déclaration manuelle parce que l'automatisme ne fonctionne plus. Oui, effectivement. Et ce qu'on constate finalement, c'est que aujourd'hui, en tout cas de ce que j'entends, de ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, on est en train de fine-tuner finalement le logiciel. On n'a pas fini. Et puis la douane n'a pas fini non plus. On met à jour, ils mettent régulièrement à jour des versions. Ces versions, elles peuvent engendrer encore des problèmes. Donc aujourd'hui, le Delta Export, il n'a pas complètement démarré. On est à 80, j'ai plus en tête là exactement le chiffre, mais on est à peine à 80% des flux dans le freight forwarding, dans le flux cargo qui est en Delta Export. On est encore en Delta G sur des flux qui peuvent encore sortir, qui sortent par la France, puisque la douane a proposé effectivement d'être capable aussi de faire du Delta G avec un transit pour ceux qui avaient des difficultés. Mais ça n'a pas pris du tout, puisque beaucoup de sociétés chargeurs n'avaient pas d'autorisation de transit. Les RDE ne voulaient pas s'aventurer non plus à faire des transits, parce que derrière, il faut gérer les cautions, les apurements, etc. Tout à fait. Ça allait augmenter le trafic. Donc,
la douane s'est concentrée sur les sorties Union européenne pour qu'elles puissent passer dans le Delta Export. Mais beaucoup de sociétés encore ont des problèmes, tout ce qui est DOM, dans les départements d'outre-mer aussi, ça a été compliqué, le Delta Export. Oui, d'ailleurs, c'est le deuxième point qu'on voit sur la diapo, c'est le maintien de delta G X, justement pour pallier cette problématique. Avant de revenir sur ce sujet, on a quand même eu des actions qui ont été menées par des fédérations, certaines fédérations, et d'où une déclaration conjointe qui est née parce que, par rapport à ce que vous exposiez, c'est que ça a mis en tension un peu tout le monde, et cette déclaration permettait aussi d'alerter l'administration des douanes de la situation, et d'informer les chargeurs de la situation et finalement, que ce soit les éditeurs de dédouanement et les RDE, ils étaient entre le marteau et l'enclume d'une certaine manière. Moi, je suis aussi vice-président de l'Audace, donc, et vous faites partie bien évidemment de TLF. À un moment donné, on a posé la question, on a demandé à la douane de faire un courrier. Bien évidemment, on n'a pas eu de réponse à cette demande. C'est pas évident non plus de dire oui, on est en difficulté. Donc il a été effectivement entre l'Audace, TLF, Franchini, MEDEF, la UTF également, il a été fait un courrier pour calmer tout le monde parce que c'est pas évident quand on est chargeur de comprendre, surtout si on fait sous-traiter un RADE sa douane, c'est justement pour pas avoir de problème quelque part. Mais là, on se retrouve avec des automatismes, dont j'en parlais tout à l'heure, qui ne fonctionnent plus, et puis des ralentissements. Moi qui pensais au départ, en plus j'ai vendu ça quelque part à tout le monde en disant chouette, on arrête d'envoyer des emails à la douane, on va déposer des fichiers directement, et puis au bout du compte, ça ne fonctionne quand même pas. Et moi j'ai vu des délais de traitement de déclaration jusqu'à 5-6 heures. Donc si vous envoyez une déclaration et que vous avez la chance d'avoir une validation au bout de 6 heures, très bien, j'ai envie de vous dire. Mais si au bout de 6 heures, c'est un message d'erreur qui revient, on en reprend pour 6 heures derrière. Exactement. Donc à un moment donné, on ne dédouane pas. Et, oui. Et la marchandise, elle ne part pas. Et là, la tension, elle monte. Exactement. Alors on revient au sujet delta G et X qui est en lien avec le double run, ce qu'on appelle le double run, c'est-à-dire le lancement dont on n'avait pas le choix, à savoir le 15 décembre, oui. Et la solution palliative qu'a proposée l'administration des douanes pour maintenir l'activité. C'est ce qu'on voit à la diapo suivante. C'est ce fameux processus double run. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot sur les trois schémas qu'on voit à l'écran? Alors, effectivement, je vais juste redire que sur le schéma 1, c'est celui qui fonctionne quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une déclaration dans le Delta Export, tout fonctionne puisqu'on rentre dans le domaine du nouveau système de sortie SDS. On n'a pas de souci. À partir du moment où on fait encore une déclaration Delta G, donc on ne peut pas en faire une pour sortir au sein de l'Union européenne, en dehors de la France, bien évidemment. Donc là, on est dans le schéma numéro 2 qui ne fonctionne plus. C'est obligatoire de faire une déclaration dans le Delta E pour sortir au sein de l'Union européenne, sauf à faire un transit, mais je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, ouais. Et puis, par contre, ce qui a été effectivement compliqué aussi, c'est tout ce qui nous arrivait de pays européens. Donc là, on a mis la Belgique, mais c'est valable pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. À partir du moment où une déclaration sort par la France, et bien là, même chose, la douane, elle n'était pas forcément prête avec son système AES, et puis on rencontrait des difficultés. Donc ça a entraîné tout cet aspect-là, même au niveau d'AES, des grosses difficultés. Donc il y a eu des milliers de sorties qui ont attendu leur message retour. Ça a même posé des problèmes au niveau export parce que quand les problèmes ont été réglés, les CCS, je rappelle rapidement ce que c'est qu'un CCS, vous avez le SIN à l'aéroport de Roissy, qui est valable aussi pour tous les aéroports français, et puis vous avez S1 et CI5 sur Le Havre, S1, CI5 Marseille, et puis bien évidemment l'ensemble des ports français. Lorsqu'ils ont relâché dans le système Delta Export, je me souviens d'une petite anecdote, un des CCS avait relâché des milliers
de CS sorties, enfin de SDS sorties, pardon, sans se poser la question. Et puis bien évidemment, votre déclaration export derrière, elle n'arrivait plus non plus. Donc, et ça a mis un bouchon et que ça a duré 2 jours. Donc il y a plein de petits phénomènes. Quand vous pensez, la douane nous avait dit, bah oui, on a réglé notre problème de temps de réponse. Et ben non, on retombe. Et là, il y a la confiance qui, petit à petit, qui s'érode complètement. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ce qui est important quand même de savoir au niveau des aspects de sortie, il y a encore des points bloquants. Donc c'est le contrat de transport unique. Oui. Là, c'est quoi le contrat de transport unique? Voilà ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que le contrat de transport c'est unique? effectivement, si je peux résumer, ça va être un vol camionné, par exemple, où on va indiquer à la douane qu'on a un contrat de transport unique. Donc ça, c'est, si je ne dis pas une bêtise, une mention spéciale. C'est ça, c'est ça. Et puis, là, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, et puis, il y a aussi le fait de dire, j'ai un contrat de transport unique, sauf qu'en fait, il n'y a pas de LTA derrière. Et donc, le chargeur pense qu'il en a un, mais en fin de compte, il n'y en a pas. Donc là, ça pose aussi un sacré problème à ce niveau-là. Il y a, le rapprochement, parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est que AES, c'est pas ECS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sort ou ça sort. Enfin, avant, pardon, ça sortait ou ça sortait pas. Maintenant, AES, on contrôle la masse brute, on contrôle le nombre de colis, on contrôle un certain nombre d'éléments. Et on les contrôle par rapport à quoi? On les contrôle par rapport à une LTA. Donc, est-ce que sur votre déclaration en douane, vous avez bien le même nombre de colis qu'il y a sur la LTA? Est-ce que vous avez la même masse brute? On va parler aussi demain de gamma. Il va falloir qu'à un moment donné, pour que votre marchandise elle parte, si vous faites de l'agroalimentaire, du sucre, de l'alcool, etc., que les articles soient dans le même sens que votre déclaration gamma. Donc imaginez un chargeur qui fait ses déclarations gamma lui-même et qui confie sa douane à un RDE. Eh bien, il faut absolument que la déclaration elle soit dans le même ordre. C'est pas gagné d'avance. Tout à fait. Et puis, le genre de petites bêtises qui arrivent tout simplement, c'est que vous avez décidé, déjà il faut le décider, de continuer à faire des déclarations simplifiées à l'export. Il faut vraiment savoir pourquoi, parce que ça peut poser des problèmes. Et là, bêtement, vous allez donner le numéro MRN de la déclaration complémentaire au niveau de la sortie, et en fait ça ne va pas fonctionner, puisqu'il n'est pas reconnu. Donc c'est important, il faut le savoir, c'est de bien donner le numéro de la déclaration simplifiée, le numéro de MRN de la déclaration simplifiée, pour que le système de sortie AES puisse fonctionner. Tout à fait. On rappellera simplement dans le schéma numéro 2, le terme convertisseur que vous voyez, c'est important et intéressant de tenir compte de cela, puisque la date du 15 décembre, enfin du 14, et donc la bascule au 15, elle est liée à ça, au convertisseur. Et que ce convertisseur qui permettait de basculer les déclarations en statut ECS vers le système européen était sous la responsabilité de la Commission européenne, et c'est elle qui a décidé de le lever, de l'arrêter à cette date. Donc la France était contrainte de basculer les déclarations export dans Delta E, et c'est pour cette raison qu'il n'était pas possible de décaler comme à l'import. Donc il n'y avait pas la latitude qu'on a pu avoir à l'import à l'export. Donc ça, c'est un point qu'on voulait vous préciser. Et dans ce que dit Alain, notamment la complexité de ce qu'est SDS, on va le voir dans la slide suivante. Il y a beaucoup plus finalement d'étapes pour arriver à ce qu'on appelle dans le jargon, nouveau jargon, IE 599, donc, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'ECS sortie, donc c'est le statut final de la sortie de la déclaration, donc ce qui permet de justifier fiscalement de la sortie du territoire européen d'une marchandise. Et donc, j'ai un peu anticipé cette diapo. Voilà, donc non, mais c'est dans la continuité, et finalement, je vais vous demander tout simplement de nous commenter de manière générale ce nouveau processus et ce changement finalement qui est opéré. Alors, c'est important, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit au niveau de la comparaison par rapport à la LTA, d'avoir effectivement un ECS, un SDS, pardon, une notification de sortie,
que quand l'intégralité des colis aura été comptée, puisqu'on peut aussi faire des sorties partielles. Avant, on notifiait l'arrivée sur le point de sortie, on notifiait le départ, et puis on avait notre notification de sortie. Aujourd'hui, on va compter des colis. Donc, il était très clairement décidé entre le signe, par exemple, de Roissy et la douane, que la notification de sortie serait donnée quand on serait arrivé au comptage final. Donc, s'il suffit que sur un MRN, vous avez 5 colis sur votre LDA 6, vous n'aurez jamais votre notification de sortie. Ce qui est important aussi, au-delà des écarts de noter, c'est vraiment toute cette partie détournement, par exemple. Aujourd'hui, vous faites simplement, vous vous trompez de bureau, enfin avant, je parle d'aujourd'hui, c'était hier, on va dire, vous vous trompiez de bureau, vous faisiez un détournement et point barre. Là, aujourd'hui, quand vous arrivez sur votre point de sortie et que le bureau de sortie n'a pas votre MRN, c'est pas prévu que ça sorte par là, il faut ressaisir l'intégralité des informations pour que ça puisse sortir. On n'est pas du tout dans les mêmes données, dans la même voie, dans ce qu'il y avait avant. Oui, le processus a changé. Mais voilà, on parle de sûreté, on parle de sécurité. On ne peut pas avoir à la fois de la sûreté et de la sécurité sans avoir des comptages de colis, sans avoir des comparaisons de masse brute, de masse nette. On a la même chose à l'import entre l'ICS2, le PNTS, la déclaration en douane, tout s'enchaîne maintenant et qu'il y a une vraie chaîne avec le delta import, et bien à l'export, c'est exactement le même principe. Justement, avec ce qu'on vient d'évoquer, ce qu'on a abordé, donc on retient qu'on a eu la date du 15 décembre pour basculer sous Delta E avec le système SDS, qui a eu le maintien de Delta G qui est encore actuellement qui est encore fonctionnel. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on considère que Delta E est complètement fonctionnel et le SDS associé l'est aussi, ou est-ce qu'il existe encore des points bloquants à date? Nous sommes aujourd'hui le 17 mars. Alors, ce matin, parce qu'on fait une réunion avec la douane tous les mardis matins, donc c'est tout frais. L'ordre du jour, c'était l'état de la bascule au 13 mars. Les ratios, je les ai effectivement sous les yeux. Dans le fret de cargo, on est à 85%. Sur le Delta Export, donc il nous reste 15% à passer. Les points, c'est quoi? Il y en a 5. C'est correctif prioritaire de la version fin avril, début mai. Alors là, on est vraiment dans des points techniques que je ne vais pas... Il y a la finalisation des analyses du quitus fiscal qui n'est pas délivré, donc il y a tout un point fiscal à finaliser. Le CTU, on en a parlé. Il y a des consignes pour l'avitaillement qui ne fonctionnent pas. Tout ce qui est avitaillement aujourd'hui est encore dans le Delta G. Là, on touche effectivement des petites niches quelque part, mais voilà. Et puis, des instructions sur la rectification et validation. Alors ça fait l'objet même ce matin d'une seconde réunion, où là, on travaille sur actuellement comment rectifier une déclaration qui a été BAE, parce que maintenant qu'on compte le nombre de colis en sortie, imaginez, vous faites votre déclaration, vous l'envoyez en sortie, vous la rectifiez, mais vous la rectifiez, ça veut dire que vous allez modifier votre nombre de colis, vous allez modifier un certain nombre de choses, mais vous avez eu votre BAE, oui, mais en sortie, on va compter quoi? Il y a un gros vide à ce niveau-là. Et aujourd'hui, ça pose un problème. Et il faut trouver des solutions. Bon, ce qu'on comprend, c'est que Delta G est encore fonctionnel pour... Oui, et on n'a pas de date de fin. Okay. C'est clair. Encore une fois, attention, fonctionnel pour les sorties sur oui, sous certaines conditions, effectivement, français, tout à fait. Il y a des conditions. Surtout, ne faites pas un Delta G en sortie Rotterdam ou Amsterdam, ça ne fonctionnera pas. Et d'ailleurs, je préciserai que les bureaux de douane aujourd'hui font la chasse, excusez-moi le terme, aux opérateurs qui utilisent Delta G. Ils vont solliciter pour demander pour quelles raisons vous utilisez Delta G. Il faut avoir des bonnes raisons. Exactement. Alors, on va terminer sur justement ce fonctionnement, ce nouveau fonctionnement. Alors, on a connu le traditionnel ECS sortie et les fameuses preuves alternatives. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le modèle SDS, on est toujours sur les mêmes timings, les délais qu'on connaît, et les mêmes documents à fournir? À ce niveau-là, c'est maintenu et je conseillerais bien évidemment de continuer
à bien faire attention parce qu'on n'est pas sorti des problématiques que l'on rencontre aujourd'hui en SDS. J'ai presque envie de dire que le CS, ça roulait plutôt pas mal à la fin, où les preuves alternatives, on pouvait les consolider pour 90 jours pour les obtenir, enfin pour les mettre. Là, il faut vraiment prévoir, surtout actuellement, parce qu'on n'est pas du tout sûr. Il y a encore quand même beaucoup de retard dans les sorties. Malgré que votre marchandise soit sortie, il vaut mieux avoir les preuves alternatives aujourd'hui. Anticiper, le maître mot, c'est d'anticiper. Ok. Intéressant tout ce qu'on vient d'aborder. Alors il y a une question qu'on se pose avec tout cela, c'est puisque en parallèle de ce changement de système et de paradigme, je dirais, est venu s'imbriquer en fin d'année, durant la période de projet de loi de finances, la taxe petit colis. Alors la question qui peut se poser, mais quel est le lien entre la taxe petit colis et Delta IE? On a eu très peur, enfin la douane surtout a eu très peur, parce qu'au départ, beaucoup de sociétés, et notamment de nos clients, nous ont dit, pour éviter la taxe, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer nos flux express, donc H7, dans le modèle B1, c'est la déclaration H1, pardon, import. Donc là, la douane a dit, mais non, on gère aujourd'hui tranquillement 50 000 déclarations à peu près par jour dans le delta import. Si demain, on en a 200 ou 300 ou 400 000, ça va le faire. On voit bien, on a vu depuis le départ que c'est assez fragile en termes de temps de réponse. Donc là, tout de suite, ils ont été mettre une problématique de dire on ne pourra plus dédouaner en dessous de 150 € de valeur négligeable dans le H1. Et le problème, c'est qu'il y en a plein qui font du H1 à moins de 150 €. Des échantillons, des valeurs gratuites. Enfin, le gratuit, c'est encore différent, mais tout ce qui est échantillon, ce genre de choses. Et là, beaucoup de sociétés, alors ça a encore été une problématique qui est arrivée sur le tapis. Beaucoup de sociétés qui faisaient tranquillement des déclarations dans H1 sans rien demander à personne se sont trouvées à ne plus pouvoir les faire. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Parce que, la douane s'est rendue compte que ça n'a pas été le choix des expressistes. Le choix des expressistes, malheureusement, il a été de dire on ne passe plus et on ne dédouane plus en France. Donc il faut quand même savoir, et vous le rappelez fort justement, la douane ce matin nous a indiqué 92% des flux ont disparu. Donc soit les avions continuent à atterrir à Roissy, je prends Roissy comme exemple, mais il y en a d'autres, des aéroports en France, et puis vont faire un transit pour aller en Belgique au plus proche, et reviennent derrière. Et donc il y a vraiment un dédouanement Union européenne, soit directement ils vont atterrir dans les hubs au niveau de l'Union européenne. Oui, de ce qu'on constate en fait. Il n'y a pas eu de changement de tactique. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du delta import, ce qui est chouette, c'est que la douane a levé aujourd'hui, à partir du moment où vous signalez à la douane que vous ne pouvez pas faire de l'express, vous avez bien évidemment le droit, et ça, ils ont levé ça depuis vendredi. Et là, nous, on a pu remarquer au sein de nos plateformes de connexion que tout fonctionnait correctement. Pour les échantillons, par exemple. Il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur, ça s'est levé. Maintenant, voilà, il faut savoir ce qui va se passer au niveau des petits colis. Là, on en parlait, l'Italie a fait demi-tour. Est-ce que la France va faire de même ou pas? Parce qu'il y a quand même des gens qui ont été mis en vacances forcées aujourd'hui. Et puis, en attendant, parce que les échéances, elles sont très simples, et je vais finir là-dessus, c'est l'échéance du mois de juillet, c'est que la barrière des 150 € saute. Donc là, il y a aussi une grosse échéance informatique. C'est de gérer tout ce qu'on peut gérer en termes de taxation, en termes de valeur en douane, etc., dans les flux express, pour taxer cette fois-ci en droit de douane et en TVA en dessous de 150 €. Et puis après, l'autre échéance qui, on l'espère, va ramener les flux, c'est novembre où là, la taxe elle va concerner toutes les entrées dans l'Union européenne et pas que la France. Oui, donc si on doit résumer finalement tout ce qu'on vient de se dire par rapport à la taxe petit colis, et le lien avec Delta IE, c'est qu'il y avait une crainte justement de l'administration des douanes d'avoir un afflux déclaratif sur la plateforme, d'où la raison pour laquelle fléchage a été fait sur les déclarations H7 pour appliquer cette taxe de 2 €.
Sauf que finalement, l'effet qu'il y a eu au moment de sa mise en application, eh bien, c'est la fuite en réalité du trafic vers d'autres États membres qui, eux, n'ont pas appliqué cette taxe. Donc Alain évoquait bien, les pourcentages qui sont impressionnants. C'est énorme. On est passé de 500 000 déclarations par jour à 50 000. C'est impressionnant. L'Italie a eu la même, et on avait justement de l'information, puisque l'Italie avait démarré avant nous, et ont perdu 90% aussi de leur activité. Ils rétropédalent. Donc on est dans une période un peu de flou, puisque ça ne dépend pas effectivement de l'administration des douanes qui applique. C'est notre gouvernement donc, qui a voté dans le projet de loi de finances 2026. Donc savoir est-ce qu'on va maintenir cela jusqu'à la mise en application de cette nouvelle taxe qui, elle, cette fois sera européenne et donc qui mettra tout le monde d'accord. Voilà, là on est un peu dans l'expectative, mais il est clair que ça a un impact dans l'écosystème logistique qui tourne autour des petits colis sur le périmètre domestique. Alors une fois qu'on a dit ça, l'objectif aussi annoncé de cette taxe, c'était pour protéger d'une certaine manière de l'afflux des produits chinois et je dirais régional, ou du moins protéger plutôt l'écosystème régional. Je pense au marché textile et à ce titre, il existe différents accords, notamment sur la région, des accords préférentiels qui permettent d'exonérer de droits de douane et, pour justement répondre au marché asiatique. Et on va évoquer, ça va nous permettre d'évoquer l'accord Pan-Euromed, qui est un des outils qui permettent de pallier cela. Mais avant ça, on va vous solliciter, vous demander de travailler un petit peu et on va vous demander de répondre à cette question qui est la suivante. Avez-vous été impacté durant le déploiement de Delta IE? Vous avez 3 réponses possibles. Oui, nous avons été impactés. Oui, nous avons été impactés et le sommes toujours, pardon. Et non, nous n'avons pas été impactés. Et si ça n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Vous avez quelques minutes pour y répondre. Alors, on peut profiter de cet instant pour vous évoquer, puisqu'on va aborder l'accord Pan-Euromed, que nous proposons des formations sur l'origine préférentielle qui va vous permettre de structurer ou de restructurer votre organisation sur cette thématique, parce que vous verrez que l'accord Pan-Euromed implique des choses, la gestion de l'origine préférentielle de toute manière implique des choses et il sera intéressant pour vous d'avoir une visibilité sur cet aspect. Alors, est-ce qu'on peut clôturer Ambre? Est-ce qu'on a le résultat? Super, ça arrive. Je suis très curieux d'avoir la différence entre les A et les B. Bon, on a une majorité qui a été impactée. En deuxième position, ils le sont toujours. Bon, ça se tient sur un mouchoir de poche. Et on a quand même une partie qui n'ont pas été impactées. Et qui ne le sont pas. Tant mieux pour vous, vous êtes des chanceux. Vous êtes des chanceux. C'est que le RDE, elle a bien fait son travail. Peut-être. Mais ça a été compliqué quand même. Ça a été compliqué. Ouais. En tout cas, il ne l'a pas fait ressentir. Voilà, c'est ça. Il a gardé ça pour lui. Mais voilà, exactement. Parfait, tant mieux pour vous. Eh bien, allez, on est parti pour le deuxième sujet, l'accord Pan-Euromed. Alors, je vais dire tout de suite, qu'est-ce que l'accord Pan-Euromed, Laurence? Alors, l'accord Pan-Euromed, qui s'appelait au départ accord pan-euro-méditerranéen. Maintenant, on parle du Pan-Euromed parce que ça va quand même plus vite, voire même le PEM. Maintenant, on voit souvent dans les informations de la douane, on parle plutôt de PEM. Il y a encore quelques jours, avant de réviser, je vous aurais dit il a démarré en 2005. En fait, non, ça date de 1997 quand même. Donc, pas tout jeune. Voilà, pas tout jeune. Il a commencé avec... donc c'est un accord dans lequel on a l'habitude en fait des accords bilatéraux. L'Union européenne a aujourd'hui beaucoup d'accords bilatéraux et chaque pays dans le monde va avoir ses propres accords qui permettent en effet d'échanger des produits à moindre coût puisqu'on parle de réduction de droits de douane en fonction des origines dites préférentielles. Le Pan-Euromed, en fait, on est venu ajouter petit à petit des pays. Donc là, vous avez sur la carte
donc les 24 pays plus l'Union européenne. On a commencé par les pays de l'AELE, donc nos partenaires assez historiques. Donc on parle de la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, puis l'Europe centrale, orientale. En 2005, on a intégré les pays dits du protocole de Barcelone, donc avec le Maroc, la Tunisie, la Palestine, l'Algérie, qui aujourd'hui est toujours dans l'accord Pan-Euromed, mais première version. Oui. Et puis en 2007, on a vu arriver les Balkans, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, pour aujourd'hui avoir ce groupe de pays, ce groupe qui s'est étendu à 24 pays, plus les 27 de l'Union européenne. L'idée étant de contrecarrer, en fait, et de faire l'union fait la force face aux importations massives qui viennent d'Asie. Et notamment, alors pourquoi on a souvent le début des années 2000 en tête, parce que de 2004-2005, c'est l'année où la Chine est rentrée dans l'OMC. Et on a vu disparaître les quotas. Les fameuses DI. Là, voilà, on a l'Union européenne s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que sinon, on va juste perdre de la productivité en zone de proche import. Merci Laurence pour ces précisions. Alors, me vient une question, pourquoi parle-t-on de moderniser dans ce cas-là? Et ça me permet en même temps, peut-être que vous apporterez une réponse sur les différentes couleurs que vous avez évoquées ou du moins mis sur cette cartographie. Qu'est-ce que ça représente par rapport justement à cette notion de modernisation de l'accord? Alors, oui, les différentes couleurs, bientôt tout devrait être au vert. Les différentes couleurs viennent de la proposition qui a été faite en 2019 de la Commission européenne, qui a proposé finalement d'avoir un accord unique entre toutes les parties de la Convention. Pourquoi ? Parce que pour les personnes qui travaillent le sujet de l'origine dans les entreprises, on sait qu'en fonction de l'accord d'origine qu'on a avec le pays partenaire, on peut avoir des règles d'origine. Donc quand on dit règles d'origine, c'est le principe de dire je fabrique un produit avec des matières entrantes qui viennent de pays divers et variés. À partir du moment où je vais avoir des matières entrantes de pays tiers, il va falloir que j'aille vérifier des règles d'origine. Et ces règles, en fait, elles étaient bilatérales. Donc on avait des différences, par exemple, entre la règle avec l'accord historique de l'Union européenne et du Maroc, et les règles avec le Pan-Euromed. Donc l'idée, depuis 2019, c'était de créer une convention unique avec des règles harmonisées, pour la plupart simplifiées. Attention, je dis bien pour la plupart, parce qu'on a eu des surprises. Et ces règles, au départ, elles n'ont pas été acceptées par tout le monde. Donc pendant 5 ans, de 2021 à 2026, on a eu une cohabitation de ces fameuses règles, et en fonction de la ratification et de l'adoption des règles modernisées, les pays travaillaient avec les règles historiques ou les nouvelles règles. Donc c'était un peu compliqué, voire même beaucoup, puisque vous imaginez bien qu'à 24 plus 27, il a fallu beaucoup de temps en fait, pour se mettre d'accord. Donc au départ, on a parlé de volontariat. Donc, depuis 2021, on pouvait appliquer l'origine préférentielle, notamment en activant ce qu'on appelle le mécanisme de cumul. Donc, un produit, une matière entrante qui vient par exemple de la Suisse, qui est transformée en Europe, puis ensuite envoyée au Maroc, ou alors on a mis en effet l'exemple, mais en fait au départ, suivant une matrice qui a été mise en place dans laquelle chaque pays était identifié en fonction des règles qu'ils utilisaient, on pouvait utiliser soit les nouvelles règles, soit les anciennes. Et tout ça au travers d'un document qu'on appelait le fameux EURMED. Et justement, ce document EURMED, qu'est-ce qu'il en est avec cet accord modernisé? Et j'intègre une deuxième question. Comment se matérialise cette notion de cohabitation? Comment on l'identifie? Alors, sur la période jusqu'à fin d'année dernière, la cohabitation, la Commission européenne a mis en place ce qu'on a appelé une matrice.
Donc une matrice qui était publiée régulièrement dans les journaux officiels, donnant l'état des lieux avec quels étaient les pays qui avaient signé les nouvelles et qui avaient intégré les nouvelles règles, et quels sont les pays qui travaillaient encore avec les anciennes règles. Cette matrice permettait de vérifier quelles règles d'origine on appliquait. Et si on était dans le cadre de ce qu'on appelle un cumul diagonal, donc c'est ce qu'on voit ici, le fait d'avoir transformé un produit dans un des pays de l'accord et ensuite de l'avoir exporté vers une troisième partie. Donc là, en fait, l'idée, c'est le document EUR-MED permettait de faire la différence en fait entre les produits fabriqués dans 3 parties de ceux qui étaient fabriqués uniquement dans l'accord bilatéral. Et c'était quelque part, c'est ce qui a permis aussi à la Commission européenne d'analyser finalement si on utilisait bien ces règles de cumul et si ce Pan-Euromède était vraiment utile par rapport à l'objectif de départ. Le document EUR-MED, ce document, en fonction de si on avait transformé ou pas un produit, on venait spécifier en fait si on appliquait le cumul. Par exemple, dans le schéma que vous avez là, si on revient avant 2026, un composant d'origine français qui partait au Maroc pour une transformation, on établissait à l'export un document EUR1 ou EUR-MED en fonction de est-ce que je suis uniquement dans un accord bilatéral ou est-ce que je vais avoir une troisième partie qui va rentrer en jeu. Ce qui faisait d'ailleurs que c'était assez compliqué de le savoir parfois au départ. Oui. Mais le Marocain, lui, la douane marocaine, lorsqu'elle voyait une marchandise arriver avec un EUR-MED, forcément, elle savait que derrière, il y avait une troisième partie qui allait être intégrée et elle éditait un EUR-MED pour la sortie de son composant transformé. Ici, dans l'exemple, le composant qui va de la France vers le Maroc, sur le EUR-MED, on expliquait qu'il n'y avait pas de cumul appliqué parce qu'on envoyait un produit d'origine européenne. Le fournisseur marocain, lui, quand il renvoie son produit en Tunisie, il y avait la petite coche Cumulation Applied With, et ça lui permettait d'expliquer, ça lui permet encore aujourd'hui d'expliquer qu'il a utilisé, on est dans le Pan-Euromède, mais il a utilisé un produit qui est originaire de France, de l'Union européenne, et il a appliqué le cumul. En fait, cette notion de Cumulation Applied ou Non Applied, elle était hyper importante. Elle reste aujourd'hui sur le EUR1, mais on n'utilise plus le EUR-MED puisqu'on n'a plus, comme on a tous les mêmes règles maintenant, on n'a plus besoin de différencier les deux cas. D'accord, c'est la raison pour laquelle le EUR-MED est donc supprimé. Tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'on peut, aujourd'hui on comprend, si on revient sur la slide d'avant, il y a un calendrier, il y a une mise en application, les différents pays doivent se mettre en conformité, ou du moins au niveau de la règle commune. C'est la fin annoncée, on l'a compris, mais est-ce qu'on risque de voir encore des EUR-MED Alors justement, si on revient juste 2 secondes sur le petit schéma de départ, ou celui avec la carte. Celui-ci. Voilà, c'est pour en revenir à l'explication des couleurs. Aujourd'hui, on a encore quelques pays qui ont adopté les nouvelles règles. Donc je pense au Maroc, à la Palestine. Après, je les ai plus, il n'y en a plus beaucoup. Et ces pays-là, aujourd'hui, ils appliquent les règles par anticipation, parce qu'ils n'ont pas mis à jour leur propre protocole interne. Ils travaillent donc avec nous, en tout cas, sous EUR1. Par contre, on a des pays, je pense notamment à l'Algérie, qui n'a encore signé avec personne les règles modernisées. Donc, c'est ceux qui sont identifiés dans la fameuse matrice en C pour les règles historiques. Ces pays-là, potentiellement, quand ils travaillent entre eux, donc 2 pays qui sont encore dans les règles historiques, peuvent utiliser le EUR-MED. En Europe, on dit non, on dit suppression. La douane a bien parlé de suppression parce qu'en fait, on ne travaille plus avec les pays on ne peut plus appliquer, en tout cas dans le Pan-Euromède, les règles avec les pays qui n'ont pas signé les nouvelles, les règles révisées. Sinon, on tombe dans le cadre de l'accord bilatéral. Voilà. On repasse sur du bilatéral. En fait, on repasse sur de l'EUR1 classique bilatéral. Ok. Très bien. Après des EUR-MED, on peut encore en trouver quelques-uns, notamment, je dirais presque jusque fin avril, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la convention modernisée, il y a plusieurs choses. Donc, on a des règles d'origine qui ont été allégées, ou non, on va dire qu'elles ont été modifiées parce qu'elles n'ont pas toujours été allégées.
On a surtout, et ça c'est important pour les importateurs, le délai de validité en fait, de la preuve d'origine qui passe de 4 mois à 10 mois. Oui. Donc aujourd'hui, l'EUR1 ou la déclaration d'origine sur facture dans la convention modernisée sont valables 10 mois. Donc aujourd'hui, on pourrait encore recevoir des EUR-MED pour des envois ou en tout cas des EUR-MED qui ont été visés avant le 31 décembre 2025. Oui. Parce qu'eux sont valables encore jusque fin avril. Et autre point aussi qui est très important et qui permet d'être un vrai levier dans la zone pan-Euromed, c'est la suppression de la clause de non-ristourne. Ça, c'est aussi intéressant. Clause de non-ristourne qui est... alors, on a... en formation, on aime bien dire on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ben dans le pan-Euromed, on peut. On peut. Puisque maintenant, on n'a plus l'obligation d'avoir acquitté des droits de douane sur les matières entrantes qui ne sont pas du pays où on produit la marchandise en produit fini. Donc on peut cumuler le régime particulier avec des accords préférentiels qui rentrent dans le cadre du PEM. Tout à fait. Très bien, intéressant. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir justement de tout ce qu'on vient de se dire et de cette diapo? Alors oui, une chose qui est importante, c'est pour toutes les entreprises qui travaillent avec ou sous couvert de la Convention pan-euro-méditerranéenne, même si vous travaillez dans ce cadre-là depuis longtemps, il faut aller vérifier les règles d'origine. On a eu des mauvaises surprises sur des règles qui se sont au contraire durcies et qui font perdre l'accord préférentiel. Donc là, il y a un enjeu sur les droits de douane. Il faut aussi savoir que la matrice qui est censée s'éteindre, puisqu'on est tous dans les mêmes règles, pour l'instant, elle est encore mise à jour sur le site de la Commission européenne. Donc il faut encore aller la consulter en fonction des pays avec lesquels on travaille. Et faire attention, l'accord et les règles d'origine, alors c'est un journal officiel et pour une fois, il n'est pas énorme, il fait moins de 150 pages, mais il faut bien aller voir les dernières pages parce que dans les dernières pages, on a des spécificités qui ont été demandées par certains pays et notamment qui est spécificité depuis l'année dernière pour la Tunisie. La Tunisie a demandé à pouvoir bénéficier de règles d'origine beaucoup plus... souples. Oui, c'est même plus que souple. Elles sont encore même plus souples qu'avant le pan-Euromed sur les produits textiles. Parce que les produits textiles sont toujours un peu l'exception dans les règles d'origine. Ce sont les seuls sur lesquels la règle de non-ristourne pour l'instant est conservée. Et ce sont aussi des règles qui sont quand même assez strictes et qui sont plus difficiles à obtenir par rapport à ce qui existait avant, le cumul total entre la Tunisie, le Maroc, la Turquie. Le textile, c'est de quoi je parle. Donc, les Tunisiens ont obtenu des contingents, enfin une gestion de contingents. Donc, on peut importer un certain nombre de pièces avec des règles hyper light, on va dire, avant de devoir obéir aux règles classiques. Donc, attention, contingent, c'est toujours pareil. Premier arrivé, premier servi. À jour sur les systèmes, sur RITA ou sur le système européen. Et le dernier point qui est important aussi, c'est bien de parler, on simplifie tout, EUR1, déclaration d'origine sur facture. Sauf que les entreprises qui ne maîtrisent pas leur process de production de marchandises qu'elles vendent ou qu'elles échangent avec les pays de n'importe quelle partie avec lesquels on a un accord, elles ont une obligation de suivi, de traçabilité de leurs produits, des entrants dans les produits. Oui. Et aujourd'hui, on sait que viser un document EUR1, c'est pas anodin. Voilà, c'est pas juste un peu caché sur un document. Effectivement. Ça entraîne des responsabilités assez importantes, enfin très importantes, et qui sont parfois pas reconnues comme telles. Oui, et ça me permet justement d'apporter une précision. La douane a coup sur coup, 2 années de suite, 2024-2025, ont établi une note aux opérateurs pour les aviser et les avertir de l'obligation de l'exportateur de prouver l'origine préférentielle du produit lorsqu'il demande à son RDE d'émettre un document EUR1.
Mais ça, c'est le rappel des règles qui existent depuis le départ. On constate qu'il y a des contrôles qui sont de plus en plus importants, qu'ils commencent à serrer la vis. Donc ça nécessite pour vous de maîtriser les règles d'origine, ou du moins d'avoir un process qui vous permette de déterminer l'origine et d'être en capacité de répondre à l'administration des douanes en cas de contrôle. Et ce qui va nous amener tout de suite sur le sondage, pour savoir finalement avoir une photographie sur votre organisation, comment votre entreprise détermine cette détermination d'origine préférentielle. Alors, à vos claviers, vous avez 4 réponses possibles. Première réponse possible, vous maîtrisez le sujet et il n'y a aucun problème pour vous s'il y a un contrôle. Deuxième réponse possible, vous pensez maîtriser mais il vous manque encore quelques éléments d'ajustement. La troisième, vous n'êtes pas en maîtrise du sujet. La dernière, vous n'êtes pas concerné par les règles d'origine préférentielle dans le cadre de vos exportations. À vos claviers. Je profite de cet intermède pour vous évoquer une autre formation qui, elle, est nommée Clé de la douane. Donc, c'est une formation qui se déroule sur 5 jours et qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de différents points de la thématique douanière, toujours sur le triptyque origine, espèce, valeur, mais pas que, et qui vous permet d'avoir une vue un peu plus précise de ce que c'est que la douane dans le cadre de votre organisation. Ambre, est-ce qu'on a terminé? Ça arrive. Alors, 31% pour la réponse A, 42% pour la réponse B, donc il y a quand même une dominante sur la réponse B, 21% réponse C, 4 qui ne sont pas concernés. Donc on voit bien que la majeure partie est concernée, en tout cas la majeure partie de téléspectateurs est concernée par l'origine préférentielle, et on voit bien que ça joue entre réponse A, B et C. Donc n'hésitez pas. Alors pour ceux qui sont en A priori, pas de sujet, donc vous avez fait le travail, et tant mieux. Pour ceux qui sont en B et C, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour pouvoir mettre en œuvre tout ce process pour être en conformité, surtout avec l'administration des douanes en cas de contrôle. Et éviter les blocages. Et éviter effectivement les blocages. On en a fini pour ce webinaire. Maintenant, place à vos questions. Est-ce que nous avons des questions, Ambre? Oui, nous en avons quelques-unes. Alors, nous n'allons pas répondre à toutes vos questions. On va en prendre quelques-unes, mais on pourra vous apporter les réponses dans un second temps. Alors, je les lis, vous m'accorderez quelques instants. Alors, nous sommes chargeurs avec une PDD à l'export en sous-traitance. Quelle est la terminologie sur les EX nous prouvant que les marchandises sous sortie et nous permettant la justification fiscale d'exo de TVA sous delta G ESS sortie ou ESO selon l'éditeur? Y a-t-il un moyen de traquer le statut de nos déclarations comme auparavant via l'applicatif OBET pour les déclarations sous delta G? Merci à vous. Alors, je vais apporter déjà une première réponse. Vous avez normalement le système suivi de sortie qui remplace OBET. Effectivement, vous avez dans ProDouane, vous faites une demande d'ouverture d'accès à l'applicatif, à l'espace qui est OBET, et aujourd'hui, c'est suivi de sortie. Dans cet espace suivi de sortie, vous avez le moyen de tracer, les notifications peuvent être faites sur cet espace, et on a surtout visibilité sur tous les MRN de l'Union européenne qui ont été générés. Alors, vous n'en aurez pas l'utilité, mais vraiment, c'est un applicatif open qui permet d'accéder à l'ensemble des MRN et en tout cas identifier celui qui vous intéresse. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder à ce système SDS, c'est de vous rapprocher de votre PGP ou PAE en fonction, on ne sait jamais, mais vous contactez le PGP, vous leur dites je veux accéder au SDS pour avoir accès à l'applicatif. Ce système va être amélioré, parce que pour l'instant, la problématique par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'avant, vous aviez véritablement toutes vos déclarations et avec leur statut ou pas, quelque part. Là, aujourd'hui, il faut saisir un numéro de MRN pour avoir son statut. Donc, c'est pas tout à fait… oui, c'est encore perfectible. Toujours le numéro MRN de la déclaration simplifiée. Oui, on est bien d'accord.
Alors, il y a une question qui a été posée, mais finalement, on a apporté la réponse que la personne disait qu'elle n'était pas d'accord avec le schéma 1 qui fonctionne parfaitement, donc le schéma de l'export. Et on a évoqué qu'effectivement, il y avait encore des sujets. Donc, je pense qu'on a répondu à votre question dans la continuité du webinaire. Alors, bonjour. Quel justificatif devons-nous apporter pour justifier d'une origine préférentielle UE et bénéficier de l'UER1 pour un export vers le Maroc? Une mention sur facture demandée à nos fournisseurs est-elle suffisante? Malheureusement, non. Et non. Si on est dans le cadre d'une société qui ne produit pas, mais qui en effet fait uniquement du négoce, le fournisseur, oui, c'est en effet le fournisseur qui va devoir justifier de l'origine, mais au travers de ce qu'on appelle la déclaration d'origine du fournisseur, ou plus simplement la DLT-DCT, qui sont des modèles où en fait le fournisseur va vraiment s'engager sur l'origine préférentielle de la marchandise. Donc sur la facture, le fournisseur ou sur une attestation, il parlera toujours de son origine non préférentielle. Très bien. Je suis en train de lire en même temps. Alors, j'en ai une. Bonjour, concernant les demandes effectuées auprès de l'informatique via Olga. Sous combien de temps pouvons-nous espérer des réponses pour être dépannés lorsqu'on leur rencontre des messages d'erreur SVP? Alors je souris, mais je vais laisser Alain tenter une réponse. Oui, alors, sous combien de temps? Ça peut aller très vite et je pense que ça va avoir tendance à s'améliorer petit à petit. Nous, on a eu des stats à un moment donné. Ils avaient plus de 6 ou 7 000 questions à répondre et bien évidemment sur plusieurs jours on devait attendre, voire pas avoir de réponse du tout parce que la problématique avait été résolue entre temps. Donc oui, ils ont été surchargés de questions. Heureusement que nous on avait un petit canal à part pour poser effectivement et de ce fait pouvoir répondre à une multitude de clients en même temps. Ce n'est pas forcément un privilège, mais ça nous a bien aidé, nous, prestataires de connexion, de pouvoir, mais même, j'ai envie de dire, même nous, on avait eu des non-réponses quelque part. Ils ont été noyés à un moment donné. Alors, non, j'ai pas la réponse. Ouais. En tout cas, c'est une tentative de réponse. Oui. Alors, on va prendre une dernière parce que le temps défile vite, on arrive bientôt à 15 heures. Finalement, on va prendre deux questions, mais qui, finalement, la réponse va être apportée aux deux. Je lis la première. Est-ce que les déclarations long terme de la part des fournisseurs concernés demeurent un justificatif sécurisant pour l'acheteur qui exporte ensuite les produits en origine préférentielle? Première question. Deuxième question, quels sont les risques en cas d'erreur d'origine préférentielle alors que le produit ne peut pas en bénéficier? Alors la première réponse, la première question, oui. Je précise quand même qu'une déclaration du fournisseur, c'est pas juste envoyer un document sur lequel le fournisseur va en effet écrire que sa marchandise a le caractère originaire préférentiel entre eux et puis la liste de tous les pays avec lesquels on a des accords, parce que ça on le voit. Oui. Le fournisseur, il doit savoir vers quel pays on veut envoyer le produit pour qu'il puisse lui-même décider s'il peut remplir la déclaration ou pas. Et quel risque en cas de origine non préférentielle? C'est en cas de c'est-à-dire en gros j'émets un EUR1 alors qu'en fait le produit ne respecte pas la règle. Si le EUR1 a quand même été visé et que la marchandise est arrivée et que l'inexactitude en fait de l'EUR1 elle est relevée à l'importation, c'est les droits de douane qui vont être payés par le client en destination. Potentiellement, on va perdre le client avec. Mais c'est surtout que les douanes étrangères vont renvoyer le EUR1 à la douane française et la douane française va venir contrôler l'exportateur. Et là commence le déroulage de la pelote. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a un accord qui est signé entre les États, dans ces accords, il y a un bulletin d'information qui est envoyé par une administration donc de réception à celle qui émet pour établir une enquête. Donc c'est à demande du pays de destination que l'enquête va être effectuée par le pays de départ, et donc à savoir la France, qui va venir vous contrôler et faire un contrôle ex post par la même occasion. Donc, et avec tout ce que ça peut comporter comme risque. Donc vous risquez
vous risquez à minima une pénalité. Ne pas oublier que la douane en France, c'est du pénal, parce que c'est du délit. Donc, on ne vous invite pas à jouer. Si vous avez le moindre doute sur le caractère préférentiel de votre produit, vous n'émettez pas de UR1. Alors, commercialement, c'est peut-être compliqué, mais au moins, juridiquement, vous êtes protégé. On finira par ce dernier conseil. On vous dit merci et au prochain webinaire. Merci Alain pour votre participation et merci, Laurence. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.